Bienvenue dans un nouvel épisode de La vie en Rosen sur YouTube. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est le bien-être animal et les animaux en général. Et pour cela, je reçois aujourd'hui Caroline Brabant qui fait partie de l'association La Ligue des animaux. Bonjour Caroline. Bonjour Béatrice. Alors, vous êtes responsable des affaires publiques pour la Ligue des animaux, vous êtes bénévole. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette association? Bien sûr, alors la Ligue des animaux a été une association qui a été, créée en 2015 par, Enzo Ridel, qui gère, principalement tout ce qui va être, autour du bien-être animal, avec pour objectif, de sensibiliser la population et les pouvoirs publics sur, les sujets donc liés au bien-être et à la bientraitance animale globalement, qui fait du coup des actions de communication, mais également des actions de lobbying et surtout, qui également se porte partie civile lors de différents procès effectivement liés à des questions de maltraitance, animale, qu'on voit malheureusement trop souvent vers la une des médias. Alors, j'ai vu qu'Enzo avait 14 ans quand il Oui, a lancé. Au début, c'était donc un collectif. Et puis, tout à petit à fait. petit, ça a pris de l'ampleur et c'est devenu donc une association loi 1901 en 2021. Donc, Mmh. c'est un parcours quand même assez atypique qu'un jeune garçon de 14 ans, un adolescent, lance un collectif. Est-ce qu'il y a une histoire particulière par rapport à ça? Oh, je pense que c'est vraiment une prise de conscience, progressive, des jeunes générations. Je me permets de dire jeunes générations parce que je suis un peu plus âgée pour ma part que Enzo, mais en tout cas, voilà, on le sent bien qu'effectivement les jeunes générations sont de plus en plus sensibles à ces sujets-là et également aux sujets environnementaux, hein, en termes général. Alors, votre association, donc, comporte beaucoup de bénévoles et donc pas mal d'avocats qui s'occupent Oui. justement de. Alors, comment ça se passe? Est-ce que les gens qui. Comment se passe? Parce que qui parle au nom de l'animal finalement? Ce sont des propriétaires, des voisins qui se portent, qui vous alertent quand il y a des maltraitances ou des abandons, des choses qui. Alors, pour effectivement, tout ce qui va être, se porter, partie civile, donc dans des procès, on peut, être sollicité par différentes parties prenantes, donc qui peuvent être effectivement, des personnes qui ont vu une maltraitance ou, des personnes qui ont recueilli un animal typiquement dans des actions de chasse ou ce genre de choses-là, comme on a vu, typiquement cet été avec, ce petit sanglier qui avait été, recueilli. Et typiquement, voilà, on a ce type de problématique. Ça peut être également aussi, des villes qui, choisissent, d'alerter différentes associations. Enfin, c'est vraiment très, très large, hein, le nombre de parties prenantes qui se portent, qui viennent nous voir et effectivement après l'association peut, avec d'autres associations ou toute seule, se porter partie civile pour pouvoir défendre effectivement, un intérêt d'un animal ou faire en sorte en tout cas que, la maltraitance de cet animal-là, soit, sanctionnée par la loi. Alors, j'ai vu que pendant les élections européennes, vous aviez proposé une charte Oui. sur le bien-être animal. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Quels étaient les thèmes de cette charte principaux et sur quel levier? Parce que l'Union européenne, déjà, parce qu'il faut dire à ceux qui nous regardent que dans le monde, 32 pays ont déjà reconnu les animaux comme des êtres sentients. Donc, on Oui. pense chez nous que c'est normal, ça tombe sous le sens, mais en fait, il n'y a que 32 pays qui ont reconnu les animaux comme des êtres sentients. Et donc, l'Union européenne fait partie des bons élèves, entre guillemets, sur ce sujet. Donc, qu'est-ce que vous Mmh. proposiez? Alors effectivement, on a proposé au sein des élections européennes une charte qu'on a diffusée donc aux différents candidats. On a eu d'ailleurs la même action, hein, au niveau, des législatives françaises, hein, pour, essayer effectivement de mobiliser, à la fois, les différents candidats et l'opinion. Alors, globalement, nos travaux, se tournent effectivement par thématiques. Donc on a des thématiques autour du transport, des animaux au sein de l'UE. On va avoir des sujets plutôt aussi, foie gras typiquement, qui est un sujet assez important en France, mais sur lequel il nous semble de légiférer au niveau aussi européen. Tout ce qui va être autour, de l'élevage sans cage, également des sujets de fourrure et bien entendu de l'expérimentation animale. Donc si je vous prends par exemple, un sujet sur lequel nous avons une proposition importante pour, les transports d'animaux, par exemple, ce sera, tout ce qui va être sur le temps de transport de l'animal, qui ne devrait pas excéder 7 heures de route pour les animaux, donc
de l'Union européenne et favoriser bien entendu une préférence européenne sur la consommation, de l'Union européenne pour les animaux, par exemple. D'accord. Et comment on arrive à faire coïncider tout ce qui est tradition, parce que c'est difficile, ayant été Ouais, chroniqueuse, par exemple, dans des émissions comme ouais. TPMP, etc., j'ai vu souvent des positions s'affronter et des débats quasiment violents sur ces Mmh. sujets, des sujets de société. Où est-ce qu'on met le curseur sur les problématiques des zoos, les problématiques des cirques, des émissions de télé, même comme Fort Boyard, où les tigres ont été retirés. Mmh. Enfin, tout ça, les gens, ça touche les gens. Et en même temps, comment on trouve le bon curseur entre évidemment le bien-être animal et en même temps les traditions Ouais. d'une société. Alors, vous avez raison, hein, c'est quelque chose de très difficile et de quelque chose qui est quand même très, très important à réussir à mettre en place. Néanmoins, nous, l'association, on n'est pas une association, j'allais vous dire, très extrémiste, dans le sens qu'effectivement, on comprend qu'il y a des traditions, on comprend qu'il y a une culture. Néanmoins, ce qu'il est important, c'est de faire en sorte de faire respecter, le bien-être animal et typiquement, on n'a pas de position, sur les questions d'alimentation carnée. Donc on est assez, enfin, on laisse les gens assez libres vis-à-vis de ces sujets-là. Néanmoins, voilà, la question du bien-être animal, elle est quand même définie au niveau, international. On a des critères qui définissent ce bien-être-là avec 5 libertés, donc qui sont des libertés individuelles fondamentales qui vont être l'absence de faim, de soif, de malnutrition, tout ce qui va être au sujet, de l'absence de peur et de détresse, tout ce qui va être l'absence également de stress physique ou thermique, l'absence de douleur, de lésions ou de maladies et bien entendu la liberté d'expression d'un comportement normal de l'espèce. Et c'est sur ce dernier sujet-là justement que les questions liées, aux cultures et à l'expression des cultures peuvent être problématiques. Néanmoins, effectivement, Est-ce que vous je pouvez donner pense oui. est-ce que vous pouvez donner Mmh. des exemples pour que les gens comprennent bien? Bien sûr, bien sûr. Alors, notamment, on va dire comme fait culturel, par exemple, qui est quelque chose sur lequel, par contre, la Ligue des animaux est très active, ça va être les questions effectivement de corrida ou par exemple de combat de coqs. Ou bien entendu, nous sommes, très fermement engagés contre, ces différents, faits qui pourtant sont considérés comme certains comme des faits culturels. Pour autant, nous pensons effectivement que le bien-être animal doit passer avant effectivement ces faits qui peuvent être considérés comme culturels, mais qui au demeurant, recueillent majoritairement en France, des avis, très négatifs effectivement sur ces sujets-là. Si vous voulez, par exemple, à titre d'exemple sur le sujet, de, la corrida, on a quand même 75 des Français qui sont contre. Donc certes, on peut considérer que c'est un fait culturel, mais on a dépassé au fur et à mesure des siècles et des époques, des faits culturels qui étaient vraiment des faits, enfin voilà, qui étaient, néfastes à l'environnement global et qui étaient, des faits qui n'étaient pas appréciés et approuvés par la société. Et en même temps, je me fais l'avocat du diable évidemment, on Mmh peut mh. dire, je pense qu'un des arguments qui peut venir dans la tête des gens, c'est oui, mais ça concerne très très peu d'animaux, alors qu'il y a d'autres types de maltraitance qui sont beaucoup plus quotidiennes. Et c'est Mmh mh. vrai qu'il y a des sujets médiatiques qui sont plus mis en avant, comme évidemment la corrida, les zoos, le cirque, Mmh mh. etc., par certains partis politiques ou certaines idéologies, alors que finalement, est-ce que la vraie problématique pour les animaux, c'est pas les maltraitances quotidiennes, les abandons, ce genre de choses? Alors, l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que bien sûr que, ça reste, marginal sur la quantité d'animaux, la corrida et les cirques et cetera et ça n'empêche pas, bien entendu, de lutter contre les abandons et la maltraitance du quotidien qui, bien entendu, concerne la majorité des animaux. Mais pour autant, effectivement, il faut pouvoir, lutter contre ces maltraitances qui sont, quand même extrêmement visibles et qui sont aussi symboliques et qui sont des espèces de curseurs justement de notre capacité, nous, société, à nous penser vis-à-vis du bien-être animal. Alors que la maltraitance au quotidien étant moins visible, malheureusement, effectivement, elle représente moins ce curseur de société. Mmh. Alors justement, pour parler de cette maltraitance quotidienne, est-ce que vous avez des chiffres? Alors la SPA a donné 44 000 abandons, recense 44 000 abandons
à peu près? Mmh. Est-ce que cette tendance augmente par an? Je voulais dire, là, rien que cet été, j'ai vu qu'il y avait eu 8 000 abandons, enfin, en tout cas, ils ont recueilli 8 000 Mmh. animaux cet été. Est-ce que c'est une tendance augmente ou qui diminue? Alors effectivement, c'est bien que vous l'ayez précisé parce que ce sont les chiffres de recueil de la SPA. C'est-à-dire que ça ne concerne pas les abandons. Sur les abandons en général en France, on est plutôt autour par an de 200 000-300 000 abandons par an quand même, ce Waouh! qui est, monumental. Voilà Mmh. et effectivement, en 2023, la SPA avait recueilli à peu près 46 000, animaux de compagnie, hein, principalement et on est, cette année déjà, autour de 16 000 animaux qui ont été recueillis par la SPA. Néanmoins, dans ces chiffres-là, c'est ce qui fait la différence avec, les chiffres, que je viens de vous donner. On ne comprend pas, bien entendu, vu que c'est la SPA, ça ne comprend pas les fourrières, ça ne comprend pas les autres associations qui recueillent, ces animaux-là, ni malheureusement tous les associations qui ne s les animaux qui ne sont pas recueillis et qui se retrouvent finalement, dans la nature ou qui tout simplement décèdent dans la nature pour beaucoup. Donc voilà, donc effectivement, on a cette tendance-là qui fait qu'augmenter malheureusement tous les ans et qui augmente, alors pour différents facteurs, hein. On a typiquement, les sujets liés à l'inflation, ces dernières années qui forcément ont un impact sur ces abandons. Mais on a aussi, les sujets qui sont alors c'est assez j'allais dire, c'est assez, contre-intuitif parce qu'on n'aurait pas pu y penser, mais le covid a eu un impact, important aussi sur ces abandons. Pourquoi? Alors, tout simplement parce que, dans une période où, beaucoup de personnes ont été isolées, ont été seules, ont été effectivement confinées, elles ont adopté des animaux de compagnie en grande quantité et il s'avère qu'avec la reprise à la vie normale, à la vie de tous les jours, au travail, à la gestion des enfants, ce genre de choses-là, finalement, elles n'avaient plus le temps, à consacrer à ces animaux-là et du coup, effectivement, ça a, donné beaucoup d'abandons et on estime qu'à peu près 40 des abandons des animaux de compagnie sont liés directement ou indirectement au Covid, sur ceux de ces dernières années. C'est incroyable. 200 à 300 000 abandons, c'est colossal. Est-ce qu'il s'agit juste, comme on peut l'imaginer, de chiens et de chats ou est-ce qu'il y a d'autres types d'animaux qui sont abandonnés? Alors non, vous avez aussi tout ce qui sont les nouveaux animaux de compagnie qui sont également abandonnés. Donc ça comprend par exemple les lapins, qu'on retrouve aussi dans les animaux de compagnie et donc effectivement, ce ne sont pas que les chiens et chats, mais c'est vrai que les chats et les chiens sont les plus visibles forcément puisque ce sont des animaux qu'on a peu l'habitude de retrouver dans la nature. Donc qu'on arrive bien à identifier en termes, de chiffrage des abandons. J'ai vu qu'il y avait des équidés aussi, donc c'est quoi? Des Oui, chevaux, des ânes, oui. Des des ânes, exactement. Des ânes, exactement et des chevaux et notamment, alors on a de plus en plus, hein, de différents types d'animaux qui sont liés, à de nouvelles modes et à de nouveaux, animaux de compagnie qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, notamment, les ânes nains, les vaches naines ou ce genre d'animaux-là, qui effectivement font la fureur, des réseaux sociaux, mais qui, voilà, qui finissent malheureusement abandonnés, comme vous avez eu aussi une période où, les cochons nains étaient aussi très à la mode sur les réseaux et voilà, on se retrouve à avoir, ce genre de nouveaux animaux qui effectivement sont abandonnés également, dans la nature. et les gens les abandonnent parce que ça coûte trop cher ou parce qu'ils n'arrivent pas à s'en occuper? Enfin, c'est incroyable de prendre des animaux comme ça pour, voilà, les laisser, tomber, quelques mois plus tard ou même quelques années plus tard. Alors oui, vous avez effectivement les difficultés financières, hein, qui rentrent en jeu. Pour à peu près 30 on estime des abandons, donc des animaux. Donc effectivement avec, une mauvaise, connaissance de ce que représente, avoir un animal, c'est vrai que l'animal, vous l'adoptez pour toute sa vie. Alors si certes, il ne représente qu'une partie de la vôtre, mais par contre lui, c'est toute sa vie. Donc ça doit être effectivement sa nourriture, mais également sa gestion de frais vétérinaires et notamment des frais vétérinaires qui vont augmenter forcément avec l'âge augmentant de l'animal. Donc enfin, c'est comme une personne âgée, hein, vous le savez, les frais augmentent parce que, on a de la dépendance qui augmente, on a des maladies qui augmentent, avec l'âge et c'est pareil pour un animal. Donc ça, il faut en être conscient et donc c'est un budget effectivement d'avoir un animal de compagnie. Il faut pouvoir sensibiliser les gens là-dessus, et effectivement un animal, ce n'est pas un jouet, on ne le prend pas juste pour, quelques années quand il est en forme et qu'on peut aller avec lui, en forêt ou dans la nature, pour le laisser, quand il atteint un âge un peu plus âgé, voilà.
Oui, surtout que là, ces dernières années, il y a eu beaucoup d'inflation, notamment Mmh, sur les produits alimentaires des animaux, mais aussi de soins. Il y a aussi les assurances. Il faut prendre en compte que souvent, on peut mmh, prendre une assurance pour les soins vétérinaires des animaux. Donc, c'est vrai que tout ça coûte cher et il faut vraiment réfléchir avant de s'engager et de prendre un animal dans sa vie. Même, par exemple, moi, j'ai eu des chiens. Voyager avec un animal, mmh, c'est évidemment plus compliqué. Il faut aller dans des hôtels ou des endroits qui acceptent les animaux. Il faut pouvoir faire le voyage avec l'animal, ce qui n'est pas toujours évident. Les taxis, les voitures, enfin bon, tout ça, c'est des choses auxquelles il faut penser avant de prendre un tout à animal. fait. Et en ce qui concerne la maltraitance, est-ce qu'il y a quand même, vu qu'il y a une sensibilisation de la société de plus en plus importante sur l'écologie, les animaux, est-ce que vous voyez une réduction de la maltraitance? Pas vraiment, non. Sincèrement, pas vraiment. Hem, Vous avez alors, des politiques publiques qui vont maintenant dans le sens de faire plus attention sur les adoptions. Voilà, vous devez typiquement quand vous êtes, un éleveur, vous avez maintenant un numéro sirène, ce genre de choses-là. Quand vous faites faire à votre chien aussi, des chiots que vous voulez vendre, ce sont les mêmes problématiques. Après pour autant, la prise de conscience individuelle reste quand même. J'allais dire pour les questions, de la maltraitance, on a encore autant de phénomènes de maltraitance. Pour autant, on a donc ces phénomènes de maltraitance qui continuent autant, mais c'est ce que je vous disais, on a une représentation collective et vraiment, une volonté de la société de lutter de plus en plus contre ces maltraitances-là. Donc du coup, c'est pour ça qu'effectivement, on arrive à faire évoluer un petit peu les choses, mais on a vraiment beaucoup de maltraitance au quotidien et malheureusement pas assez, de pénalisation et de moyens de pouvoir mettre le doigt sur ces maltraitances-là. C'est-à-dire que nous, on va régler en tant qu'association celles pour lesquelles on aura des connaissances de ces maltraitances ou celles qu'on aura vues qui seront médiatiques dans les journaux, et cetera. Mais celles du quotidien, on n'a pas de moyens d'action. Parce que les chiffres de la SPA, j'ai vu qu'en 2023, eux, ils recensaient 27 000 cas Mmh. de maltraitance. C'est énorme. Mais qu'est-ce qu'ils prennent en compte dans ces chiffres? C'est quoi, la malnutrition? C'est frapper des animaux? Qu'est-ce qui, Oui, oui, c'est qu'est-ce qui ça. définit une maltraitance? Bah, en fait, ça correspond à ce que je vous disais tout à l'heure, effectivement, comme, différentes libertés individuelles. Donc ça va être effectivement tout ce qui va être la faim, la soif, le fait de maltraiter son animal, de le laisser, dépérir quand effectivement il aura une maladie, ce genre de choses-là. Voilà, tout à fait et D'accord. qui sont des maltraitances du quotidien. Et vous, vous trouvez que la politique pénale sur ce sujet est suffisante ou est-ce que vous vous soutenez, vous avez fait des propositions pour durcir cette politique pénale? Où en êtes-vous par rapport à ça? Alors oui, bien entendu, ce sujet de la politique pénale est au cœur des activités, hein, de l'association et bien entendu, nous ne pensons pas qu'elle est suffisante pour l'instant pour répondre à la nécessité, effectivement, de ces maltraitances du quotidien. Donc effectivement, nous essayons de sensibiliser les pouvoirs publics. Néanmoins, comme vous le savez, actuellement, nous sommes dans une, période, d'inflation assez massive et donc du coup, forcément, ces sujets-là ne sont pas prioritaires et d'ailleurs, on l'a vu, hein, lors des faire les dernières élections, pardon, législatives, le sujet du bien-être animal n'est pas du tout été un sujet qui a été au devant de la scène, bien loin de là. On s'est concentré exclusivement sur les sujets de l'inflation, ce qui est tout à fait normal, hein, au demeurant. Mais malgré tout, voilà, c'est un sujet qu'il faut toujours Le prendre en compte. parti, le parti, pardon, je coupe, mais le parti animaliste, Oui. justement, pour rebondir sur ce que vous Mmh. disiez sur les élections, a quand même été quand même présent et malgré le peu de visibilité médiatique, ce parti a quand même fait un petit score honorable et c'est presque regrettable que ça doive être un parti et que ça ne soit pas Mmh. intégré dans tous les autres partis, en fait. Alors on est parfaitement d'accord et effectivement, le parti animaliste pour les élections européennes a réussi à faire un petit score, ce qui est bien parce que ça montre un petit peu que, c'est un sujet qui prend de la place, hein, sur le débat public et l'espace public. Par contre, au niveau, des législatives françaises, malheureusement, le parti n'a pas pu, être actif
compte tenu du délai qui a été extrêmement court pour pouvoir présenter des listes, ça n'a pas pu être le cas et c'est d'ailleurs quelque chose qui est vraiment regrettable. Pour, la partie effectivement liée, au fait que ça devrait être pris en compte par chaque partie, je ne peux qu'être d'accord avec vous et effectivement, on a vu une progression dans les différents partis de la prise en compte des sujets environnementaux au fur et à mesure du temps, alors qu'il y a encore, 20 ans, on avait, un parti qui était lié, qui était le parti des Verts, hein, qui gérait les sujets environnementaux et qui n'était pas pris en compte effectivement dans les autres partis. Et ça s'est fait au fur et à mesure. Donc, on espère bien entendu que ce sera le cas également pour la cause animale, avec une prise en compte par partie, ce qui se fait quand même un peu plus hein, au fil des ans. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire d'avoir des associations comme la nôtre, mais tant d'autres aussi, qui vont militer effectivement auprès des pouvoirs publics pour pouvoir faire en sorte voilà, de faire prendre en compte par les différents partis et par les différents élus ces sujets qui sont fondamentaux. On voit en tout cas que ça fait partie de la communication des politiques, de montrer que tel Oui, président a un chien ou tel autre tout personnage à fait. politique a un chat, etc. Donc, ils commencent de plus en plus à communiquer là-dessus. Donc, vous, votre association, vous ne soutenez pas particulièrement un parti politique, vous êtes Non, assez apolitique en fait, juste tout à fait. sur votre sujet. D'accord, très bien. Je voulais parler aussi d'une petite musique qu'on commence à entendre dans une certaine presse, euh, dans une presse et avec aussi le World Economic Forum qui essaye de pousser certains sujets et qui Mhm. parle beaucoup d'écologie, mais d'écologie punitive et qui finalement se retrouve à pénaliser et à culpabiliser les propriétaires d'animaux de compagnie. Propriétaire, j'aime pas dire maître, j'aime Oui, pas dire propriétaire, oui, je ne sais pas quel mot serait adéquat, en tout cas, oui. d'adoptants d'animaux de compagnie en disant que les animaux de compagnie génèrent beaucoup de traces carbone et que donc ce Mmh. serait néfaste d'avoir un animal de compagnie. Vous, qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous répondez par rapport à ça? Alors, déjà, je pense qu'il est, important de relativiser cette empreinte carbone des animaux de compagnie. Pour un chat, on estime que l'impact carbone par an est autour de 40 à 50 kilogrammes d'émissions de CO2. Alors que typiquement, si je vous prends un humain, on est autour de 9 tonnes par an. Donc quand même, on est sur un impact qui est vraiment différent. Pour un chien, on va être autour de 130 kilos par an pour un chien qui fait plus de 15 kilogrammes. Donc c'est quand même quelque chose qui est vraiment enfin, inexistant quasiment. Ensuite, cet impact carbone-là, il est calculé effectivement principalement sur la consommation effectivement, d'aliments de ces animaux de compagnie. Alors on considère qu'à peu près en France, on est à 90 sur une alimentation de croquettes et donc les croquettes, elles sont faites à partir de coproduits d'animaux qui sont en fait des animaux élevés pour leur viande, pour leur lait ou pour leur fromage, pour l'alimentation humaine. Donc à partir du moment où vous êtes sur des coproduits, vous êtes effectivement plutôt sur rendre l'alimentation humaine plus performante, puisqu'à partir d'une vache que vous allez élever, vous allez utiliser toutes les parties de la vache. Une partie qui sera donc la viande effectivement pour l'humain et tout ce qui sera coproduit, donc c'est-à-dire la graisse, les abats, le sang pour les animaux, notamment pour la fabrication de croquettes. Donc voilà, il faut relativiser quand même cet impact carbone-là. Surtout que c'est un impact carbone qui est vraiment minime. Je pense que nous, en tant qu'êtres humains, on a plus d'actions à avoir sur notre impact carbone, notamment liés aux impacts liés à notre activité économique. Donc, l'industrie du textile, effectivement les transports, ce genre de choses-là qui sont énormément plus émettrices, qui vraiment ferait un sens en termes environnemental et qui aurait un vrai impact, plutôt que voilà, que de chercher effectivement à culpabiliser les gens vis-à-vis de leurs animaux de compagnie, qui animaux de compagnie, sont quand même des êtres vivants et donc qui existent indépendamment de nous. Alors que nos besoins liés au transport, au textile, à avoir, voilà, autant de biens de consommation ne sont pas forcément nécessaires dans la quantité dans laquelle on en a. Je vous avoue que ce sujet me tient à cœur parce que j'ai l'impression qu'on est dans une fuite en avant mortifère où petit à petit on élimine tout. Et quand on commence à toucher aux êtres vivants, c'est-à-dire à faire culpabiliser au sujet d'êtres vivants, je pense que, en tout cas pour moi, je trouve ça vertigineux. Bientôt, on va nous reprocher de respirer ou d'avoir des enfants et on entend aussi cette petite musique-là. Et honnêtement, je trouve ça
à titre personnel, assez inquiétant, et parce qu'il faut quand même rappeler le bien que font les animaux de compagnie dans la vie des gens, que ce soit sur la solitude. Il y a quand même 500 000 personnes en état de mort sociale rien qu'en France. Donc au niveau affectif, au niveau psychologique, un animal aide aussi des personnes en situation de handicap. Beaucoup. Donc, il y a énormément de bienfaits à côtoyer, à avoir des animaux dans sa vie. Et voilà, je trouve très inquiétant cette petite musique qui monte dans les médias et dans la presse sur les articles qui culpabilisent sur les animaux. Qu'est-ce que vous diriez que votre association, qu'est-ce qui concerne le plus votre association? En fait, quelles sont les problématiques que vous, à titre personnel, dans votre association, vous voyez le plus et sur lesquelles il est le plus urgent d'agir? Alors, effectivement, pour répondre à ce que vous disiez sur, cette culpabilisation, je pense qu'on partage effectivement, cette vision-là, et c'est vrai que globalement, sur les sujets environnementaux, vous pouvez avoir, des personnes qui ont, un effet, enfin, une vision plus radicale et culpabilisante, qui effectivement, ne prennent pas en compte tous les bienfaits, des animaux de compagnie. Hem Et on le retrouve aussi, hein, sur les animaux d'élevage, au demeurant, hein, sur leur impact carbone. Sur la question effectivement des animaux de compagnie, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé, nous, au sein de l'association, sur travailler sur, cet aspect justement, sociabilisant, cet aspect aussi thérapeutique des animaux de compagnie. Notamment, lorsqu'il y avait donc cette proposition de loi autour, de l'obligation d'accueil en EHPAD de l'animal de compagnie de la personne qui rentre en EHPAD, où nous avions, bien entendu, été, de tous les combats à ce niveau-là, pour que les EHPAD soient, obligés d'accueillir effectivement ces animaux-là. C'est animaux qui, on le sait, on l'a vu, parce que certains EHPAD accueillent déjà des animaux thérapeutiques, ont une importance, énorme, certes, dans la thérapie, mais également, vis-à-vis de la personne qui rentre en EHPAD et qui doit laisser son chien ou son chat, qui pour autant l'aide à rester en vie, se maintenir, dans l'intelligence sociale, à se maintenir dans l'indépendance aussi également. Donc ça, c'est pour vous répondre effectivement à cette première partie-là. Après sur, vraiment, nos combats, du quotidien, j'allais vous dire qu'on est un peu, sur tous les combats, parce que les combats en fait, sur la question du bien-être animal nous arrivent plutôt parce que l'actualité met en avant, une chose ou un fait un peu précis, et étant donné que ce sont des sujets aussi qui ne sont malheureusement pas suffisamment pris en compte par les pouvoirs publics, en fait, on n'agit vraiment quand on a un vecteur qui nous permet, ou un sujet qui est mis en avant. Donc typiquement, quand il y avait les sujets fourrure, on peut avoir une activité spécifique au sujet de la fourrure. Mais lorsque ce n'est plus le cas, effectivement, il faut pouvoir saisir une autre occasion qui correspond à un autre sujet, lié au bien-être animal. Malheureusement, on ne peut pas, nous encore, faire, l'actualité et driver les politiques publiques sur ces sujets-là. On est vraiment dépendant malheureusement, du bon vouloir, et de l'actualité médiatique. Ouais. Est-ce que parfois, parce qu'il y a beaucoup d'associations de protection des animaux, est-ce que parfois vous travaillez ensemble? Est-ce qu'il y a une communication entre vous, par exemple, sur des sujets? À un moment donné, il y avait dans l'actualité le sujet des mutilations, des kidés, où il y a parfois, et comme vous venez de le dire, des sujets forts qui rentrent dans les médias. Et qui font effraction à juste titre. Et est-ce que vous travaillez ensemble? Est-ce que vous arrivez à vous coordonner? Oui, oui, bien sûr, effectivement, hein, ça fait partie, des actions qu'on fait en termes, communication, mais aussi sensibilisation, et les actions aussi, juridiques dont je vous parlais. Bien entendu, on se porte, partie civile avec d'autres associations, et lorsqu'il est nécessaire, de travailler en commun pour pouvoir, davantage porter les choses, nous le faisons. Et notamment, nous avons, beaucoup travaillé avec le groupe d'études à l'Assemblée nationale sur le bien-être animal, et dans ce cadre-là, nous sommes proches, bien sûr, d'autres associations, sur différents sujets dès qu'il le faut. Et je suis, convaincue, hein, qu'en termes effectivement, de plaidoyer, de campagne, il est nécessaire d'être le plus grand nombre possible pour pouvoir, porter, des sujets sur lesquels on se retrouve avec les autres associations. Très bien. Et juste pour finir, j'aimerais, si quelqu'un qui regarde cette émission veut adopter, prendre un chien, un animal de compagnie,
quel est le processus à suivre et vous, quelles sont vos recommandations pour que ça matche entre la personne et son animal et que ça ne mène pas justement à des maltraitances, des abandons? Qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Alors, sur, les adoptions d'animaux de compagnie, vous avez bien entendu, plein de choix différents qui sont ouverts à vous. Vous avez bien entendu les associations qui recueillent les animaux tous les jours et qui ont besoin de votre aide, et qui ont effectivement, besoin que vous adoptiez ces animaux-là. Néanmoins, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas adopter si on ne sait pas ce que c'est qu'adopter un animal. Donc surtout se renseigner au maximum par tous les moyens qu'on a. Donc ça va être effectivement internet, ça va être se renseigner auprès de vétérinaires, se renseigner auprès de l'association elle-même et également, bien entendu, sur votre entourage, parce que vous avez forcément des animaux dans votre entourage de compagnie et donc forcément, vous pouvez avoir accès à ce que représente un animal de compagnie et il faut analyser au maximum sa situation avant de prendre la décision de prendre un animal de compagnie et d'ailleurs, oui, Pardon, allez-y. juste pour rassurer les gens, est-ce que ça se passe bien quand on adopte un animal? Parce que souvent, au départ, quand on veut adopter un animal, on a envie d'avoir, par exemple, un chien, un chiot, un bébé, etc. Est-ce qu'il y a une appréhension particulière à avoir d'adopter un animal qui est déjà adulte et qui a peut-être subi des maltraitances? Alors oui, c'est sûr qu'un animal, qui est en association depuis un moment et qui est un animal adulte ou qui a été recueilli adulte, forcément, ne sera pas avec, heu, la même psychologie qu'un bébé chien que vous aurez adopté. Néanmoins, les associations font un travail remarquable sur ce sujet-là et systématiquement, choisissent la famille après de nombreux entretiens qui correspond le mieux, à la psychologie de l'animal et bien entendu vous alerte sur ses besoins. Donc l'objectif, c'est pas juste de vous donner un animal et de, entre guillemets, «s'en débarrasser» pour considérer qu'il n'est plus dans les chiffres de l'association. Mais voilà, on est vraiment enfin, les associations qui recueillent les animaux sont vraiment très attentives à savoir si vous êtes en appartement, en maison, quel est votre temps, disponible dans la journée et bien entendu, vous tiennent au courant des traumas qu'ont eu, ces animaux-là. Néanmoins, sincèrement, pour avoir côtoyé moi-même des animaux d'association, il n'y a, globalement aucun souci, hein, sur un animal, qui est plus âgé ou, un animal qui est plus jeune. Donc, il vaut mieux pas acheter, il vaut mieux adopter, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des élevages Oui. aussi. Qu'est-ce que vous pensez des élevages de chiens, chats, etc.? Alors oui, effectivement, il vaut mieux adopter, on est d'accord là-dessus, parce que tout simplement, il y a trop d'animaux qui sont abandonnés tous les ans. Donc, il faut effectivement pouvoir leur donner une seconde vie et une vie heureuse parce qu'effectivement, comme vous le dites, ces animaux-là ont pu avoir des traumas et effectivement, il est important de pouvoir leur donner une vie joyeuse pour le reste de leur temps qu'ils vont passer parmi nous. Alors sur les élevages, vous avez aussi, un phénomène qu'on ne connaît pas assez. Ce sont, finalement les retraités d'élevage qui eux aussi partent en association et qui sont en fait les femelles et les mâles reproducteurs, qui malgré tout les élevages existeront et existent encore, donc il est nécessaire sur ces femelles et ces mâles, reproducteurs également de pouvoir les placer, en maison, enfin chez vous, chez nous, après effectivement «leur âge» entre guillemets auquel ils ne seront plus, dans ces élevages-là. Donc ça effectivement c'est méconnu et ce sont des chiens, ou des chats qui, pour le coup, ont été sociabilisés, qui n'ont pas eu de trauma lié à, j'allais dire des maltraitances, dans le sens maltraitance, violence physique. Alors après, le nombre de portées qu'on peut faire à un animal, c'est également de la maltraitance, on est d'accord, hein, mais effectivement qui n'ont pas été battus ou ce genre de choses ou qui n'ont pas connu la faim, la soif et cetera. Donc ces animaux-là aussi, il est vraiment nécessaire de connaître ces animaux et de se renseigner auprès des élevages et des associations qui les recueillent pour pouvoir aussi les accueillir chez vous. OK, très bien. Bah, merci beaucoup, c'est vraiment intéressant. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez, ajouter, pour notre audience? Juste effectivement que quand vous adoptez un animal, il faut vraiment, vous renseigner et ne pas l'adopter à la légère et cet animal de compagnie vous apportera tellement de bonheur que moi je ne peux que recommander d'en prendre. Mais effectivement, voilà, ne pas offrir, d'animaux pour Noël ou les anniversaires, à vos enfants juste parce que, c'est un joli cadeau, mais savoir que c'est un animal que vous allez garder tout au long de sa vie.
Oui, c'est vraiment un membre de la famille, Mmh, à part entière, tout à à fait, sa façon, donc oui, c'est une vraie tout à fait. responsabilité. En tout cas, merci infiniment Caroline Brabant, c'était vraiment intéressant Merci. et c'est un sujet qui tient à cœur de beaucoup de monde, donc je voulais vraiment en parler. Je vous remercie beaucoup et puis à très Merci. bientôt sur La vie en rosane sur YouTube.